Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, les déplacés de Foubé et Barsalgo pourront regagner leur village d'origine. Marie-Laurence Marchal leur présente un plan d'accompagnement pour un retour volontaire. Ces rescapés de Yirgou et environnants peuvent aussi compter sur le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Il exhorte par ailleurs le gouvernement à actualiser ces chiffres et à punir les coupables du drame survenu il y a tout juste un mois. À Tinkodogo, les objectifs sont tous braqués sur la relance de la construction du siège de la RTB2. La 9e rentrée de la radiodiffusion télévision du Burkina en fait son cheval de bataille. Ce présent cadre de communion annuelle entre le service public et ses téléspectateurs connaît le soutien du président de l'Assemblée nationale. Les échos dans quelques instants. La décision est unanime. Les 5 juges de la Cour d'appel de la CPI ont décidé ce vendredi la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre devront par exemple aller dans un État qui accepte de les accueillir. Les autres conditions de la libération seront connues dans les heures à venir. Bienvenue à tous. Le président du Faso et les membres de l'exécutif se sont réunis ce vendredi au palais de Kosiam. La question sécuritaire a longuement été débattue et selon le ministre en charge de la sécurité, des indications précises ont été données pour endiguer les racines du mal. Ousseini Compaoré confirme par ailleurs que les engins explosifs ont été largués dans un village de Zabré, province du Boulgou, dans la région du centre-est. Le compte-rendu de ce conseil des ministres avec Nongba Kouda et Aboubakar Sayon. Le conseil des ministres de ce 1er février a évoqué la situation sécuritaire après les récentes attaques terroristes subies par le Burkina. Selon le ministre de la Sécurité, le gouvernement prend très au sérieux ces attaques et travaille à y mettre fin. Notre stratégie, bien sûr, est d'éradiquer la racine du mal. Et cela ne peut se faire en 2 jours, en 3 jours. C'est un travail qui prendra certainement de temps, mais je voudrais vous rassurer que le président de Faso a donné des indications claires et précises et nous travaillons sans relâche à la sécurisation de notre territoire. Au sujet des informations sur le largage d'engins explosifs par un avion dans un village de la commune de Zabré, le ministre de la Sécurité confirme. Nous confirmons, il y a des enquêtes en cours pour déterminer l'origine de ces munitions, de ces engins qui ont été largués. En temps opportun, il y aura des rapports complets, précis. À propos du bilan des événements de Yirgou qui se chiffrerait à 210 morts selon le collectif contre l'impunité et la stigmatisation, Ousseini Compaoré ne confirme pas ces chiffres. Le bilan officiel sera publié à l'issue des enquêtes qui sont en cours. Toujours sur le plan sécuritaire, les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité de la 26e édition du FESPACO. À 3 semaines de l'événement, tout est fin prêt et certaines personnalités ont déjà confirmé leur participation. Je citerai déjà le président de la Commission de l'Union africaine, je citerai la directrice générale de l'UNESCO, je citerai Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et l'invité d'honneur spécial, le président Kagame. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté les conclusions du Forum de la diaspora tenu en juillet dernier à Ouagadougou. 3 principales recommandations de ce forum seront mises en œuvre. Il s'agit de l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora. Il s'agit également de la mise en place de réseaux professionnels des Burkinabés de l'extérieur. Et il s'agit du renforcement des capacités opérationnelles du ministère en charge de la question, à savoir donc le ministère de l'intégration et des Burkinabés de l'extérieur. En matière d'eau potable et d'assainissement, le Conseil a adopté un décret portant définition des normes, critères et indications d'accès à l'eau potable. La situation des étudiants burkinabés en Tunisie confrontés à un retard de paiement de leur bourse a été évoquée. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, tout est rentré dans l'ordre. Des dispositions ont été prises pour éviter pareille situation à l'avenir.
Rendons-nous à Foubé et Barsalgo, des villes qui abritent des sites de déplacés de Yirgou et environ. Nous sommes à la suite de la chef donc, du département en charge de la solidarité nationale. Marie-Laurence Marchal note avec satisfaction les réalisations qui permettent aux occupants de retrouver un peu de sérénité. Elle annonce dans la foulée un plan d'accompagnement élaboré pour un retour de ces déplacés donc, dans leur milieu d'origine. Jean-Hugues Bayala et Estelle Judith Assoba. La ministre en charge de la solidarité nationale, de nouveau dans les camps de Foubé et de Barsalgo. Depuis son dernier passage le 15 janvier sur ces lieux qui accueillent au total 10 625 déplacés internes, les choses ont beaucoup évolué. Les tentes, l'eau potable, les latrines, la prise en charge psychosociale, psychomédicale, l'assistance alimentaire, en somme, la réponse d'urgence est bel et bien en marche. Nous donnons du riz, 12 kg par mois par personne, haricots, 3 kg par mois par personne et l'huile, 0,75 kg par mois par personne. Si le ménage a aussi des enfants de 6 à 23 mois, il bénéficie de 15 sachets de Plampi SAP qui constitue un intrant nutritionnel pour prévenir la malnutrition chez les enfants. Des espaces ont même été érigés pour occuper les tout-petits. On a mis en place des jeux internes, des jeux extérieurs, et ils peuvent s'amuser, ils peuvent jouer et ils peuvent vraiment se récréer avec ce que nous avons comme dispositif de jeu. Toutes ces réalisations ont été effectuées en moins d'1 mois et la ministre note avec satisfaction les résultats obtenus. Nous avons vu que c'est en bonne phase. Actuellement, nous avons des petits soucis d'abri parce que l'effectif croît de jour en jour. Donc, nous avons besoin, avec nos partenaires, nous avons commandé des abris qui vont bientôt être mis à disposition. Vous avez vu aussi à Foubé qu'il y a des nouveaux abris qui sont en train d'être implantés. Donc, nous allons continuer dans ce sens. Aujourd'hui, le plan de réponse est à peu près maîtrisé et nous allons entamer la phase de la préparation au relèvement. Ce qui veut dire que nous allons commencer à faire déjà les statistiques pour le retour, les statistiques de plan de vie, de comment ils peuvent reconstruire ce qu'ils ont perdu et comment ils peuvent aller se réinstaller chez eux. Le vœu le plus cher de ces personnes déplacées est de retourner un jour dans leur milieu d'origine et le département de Marie-Laurence Ilboudo a déjà prévu un plan d'accompagnement dans ce sens. Nous avons élaboré un plan d'accompagnement budgétisé. Il était à 13 millions, mais compte tenu des chiffres qui montent, nous sommes à peu près à 29 milliards. Et ces 29 milliards, nous avons demandé l'aide des partenaires et du gouvernement. Nous sommes en train de voir pour les mobiliser. Et nous avons des partenaires tels que le système des Nations Unies, avec tous les partenaires qui sont à pied d'œuvre pour accompagner le gouvernement, pour avoir une réponse appropriée selon chaque ménage et chaque individu pour l'accompagnement. La tristesse qui se lisait sur les visages aux premiers instants des événements a fait place à l'espoir. Et les bénéficiaires traduisent ici leur reconnaissance au gouvernement pour les soutiens multiformes. Et 1 mois après Yirgou, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés livre sa lecture des faits. Déjà sur le nombre des victimes, le collectif comptabilise 210 et demande au gouvernement d'actualiser donc son bilan établi le 15 janvier dernier. La justice rendue aux victimes, c'est ce qui va apaiser les cœurs selon les responsables de ce collectif qui était face à la presse. Le commentaire de Pascal Canet. Le drame de Yirgou a fait plus de victimes que les chiffres officiels. C'est la conviction du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Le collectif, qui dit avoir sillonné tous les campements et hameaux de culture de la localité, établit plutôt le bilan de 110 morts au lieu de 49. Alors, il exhorte le gouvernement à actualiser ces chiffres. Le collectif a documenté un nombre de morts plus élevé que les chiffres officiels. Le nombre de morts à ce jour est de 210 morts. On insiste là-dessus. Ce chiffre a été obtenu après un recensement rigoureux, ménage par ménage. Nous précisons que la liste va s'allonger avec le recensement toujours en cours sur le terrain. Le collectif attend du gouvernement qu'il réactualise ces chiffres comme il s'était engagé.
C'est le lieu également pour le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés de dénoncer la lenteur, sinon l'inertie de la justice face à ces drames. Le collectif demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que les auteurs de ces crimes soient jugés et sanctionnés. Plus d'un mois après le drame, hormis l'annonce faite par le procureur de Faso près du tribunal de grande instance de Kaya, aucun acte matériel et concret de justice n'est visible sur le terrain. Le collectif félicite le procureur du tribunal de grande instance de Kaya et son équipe qui travaille d'arrache-pied à faire la lumière sur ces violences. Mais le collectif n'est pas satisfait de la lenteur d'administration de la justice. Les suspects sont libres de leur mouvement et pire, continuent même de perpétrer des exactions sur la communauté Peul au vu et au su de tous en toute impunité. En tout état de cause, le collectif restera toujours mobilisé pour rappeler l'autorité que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Cela y va de l'avenir de vivre ensemble au Burkina Faso. La solidarité envers les victimes de Yirgou, elle nous vient cette fois de Waïgouya. 8 millions de francs CFA mobilisés dans la cité de Nabakango pour aider à la lutte contre le terrorisme et pour soulager les familles endeuillées par le drame de Yirgou. C'était à l'issue d'une marche initiée par le roi du Yatenga, compte rendu avec Zenabo Selenga et Alex Zagré. Place de la nation de Waïgouya. C'est une mobilisation pour une cause nationale. La marche de soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Un appel de Naba Kibaro du Yatenga qui a mobilisé toutes les couches sociales de la région. Vraiment, il y a eu une mobilisation de taille. Cela traduit naturellement tout leur patriotisme. Naba Kiba est satisfait pour cet engagement. C'est ensemble que nous pourrons bouter hors de nos contrées les ennemis. Membres de la société civile, autorités politiques et administratives, tous se disent engagés et mobilisés autour des forces de défense et de sécurité pour lutter contre les forces du mal. Sur place, les marcheurs font une collecte de 8 millions de francs CFA comme effort de guerre et remis à la première autorité de la région. Nous, forces vives de la région du Nord, en ce jour 31 janvier 2019, sortons nombreux pour témoigner notre engagement total et notre soutien indéfectible au gouvernement du Burkina Faso, à nos forces de défense et de sécurité, et condamner avec la dernière énergie les stigmatisations communautaires sous toutes ses formes. Il convient de noter que si cette mobilisation s'est réalisée à la satisfaction de tous, c'est grâce au roi du Yatenga, Naba Kiba, qui s'est impliqué personnellement pour inviter les fils et filles de la région, d'où qu'ils viennent, et quelles que soient les opinions politiques, quelle que soit aussi l'appartenance religieuse, pour que cette mobilisation soit une réalité. Cette marche se déroule au moment où la population de Waïgouya se prépare à inhumer les 4 FDS tombés le 28 janvier dernier à Nassungou. C'est un processus qui dure depuis plus de 2 ans et qui se concrétise aujourd'hui. Les forces armées nationales et la garde nationale du district de Columbia aux États-Unis sont désormais jumelées, et ce à travers un programme de partenariat d'État qui permet à l'expertise américaine de s'implanter au Burkina. La lutte contre le terrorisme et le renseignement sont les domaines de compétences de ce programme effectif depuis ce 1er février. On en sait plus avec Adama Guiti et Frédéric Etienne Basenga. Les forces armées nationales et la garde nationale du district de Columbia des États-Unis sont désormais jumelées. Ce jumelage, dont le processus a commencé depuis 2015, va permettre à cette force, plus connue sous le nom de défenseur de la capitale, de s'engager aux côtés de l'armée burkinabé contre le terrorisme et dans la recherche du renseignement, mais pas seulement. En fonction des capacités de l'État fédéral qui participe au programme et des besoins du pays partenaire, les activités menées dans le cadre du programme peuvent varier, mais ont souvent trait à la protection civile et à la gestion des crises, à la formation continue du personnel militaire, au domaine de l'aviation, au domaine du génie militaire et au domaine du service de santé. Je me félicite de la réponse favorable accordée à la requête du gouvernement burkinabé par le gouvernement américain en désignant la garde nationale du district de Columbia
pour un jumelage avec les forces armées nationales. Le Burkina est la 66e nation à bénéficier de ce programme et la deuxième à faire un jumelage avec la garde nationale du district de Columbia. La partie américaine atteint également beaucoup de ce partenariat. L'appui de la garde nationale des États-Unis au District of Columbia dans beaucoup de domaines pour faire face à menaces communes. Et vous allez voir dans les mois, dans les années à venir, même pour le bon à venir, un partenariat qui va se lancer dans la formation et dans la collaboration. C'est un événement historique aujourd'hui pour nous. Nous sommes tellement fiers de cette possibilité et on va approfondir les connaissances ensemble. Nous sommes venus pour apprendre, nous sommes venus pour partager nos expériences et qu'on va faire un partenariat ensemble pour l'avenir en face des menaces en commun. La coopération sécurité avec les États-Unis, ce sont déjà près de 58 milliards de francs CFA alloués à 20 programmes d'équipement et de formation militaire en cours et à venir. Et selon le diplomate américain, le Burkina recevra la contribution la plus importante du financement américain parmi les pays du G5 Sahel. Au tribunal militaire ce vendredi, 3 témoins ont été auditionnés, en plus des acteurs politiques, tous membres du Congrès pour la démocratie et le progrès. Un ex-militaire du RSP a livré un témoignage sur le saccage de la maison du défunt président de l'Assemblée nationale. Draman Guéné, Soubaviel David Dabiré. Aruna Mandé, adjudant de l'ex-RSP, comparaît ce matin en qualité de témoin. Après sa prestation de serment, le sous-officier déclare avoir été joint au téléphone dans la matinée du 17 septembre 2015 par l'adjudant Arjuma Kambo. Il m'a demandé d'aller vite au domicile de Salifou Diallo parce que des jeunes s'apprêtaient à incendier la maison, commente le témoin. En route, il se retrouve face à une foule hostile au niveau du rond-point des Martyrs et dont les interlocuteurs disent être à la solde de l'adjudant-chef Moussa Nebié alias Rambo. Ils foncent au domicile de Salifou Diallo et reconnaissent sur place Wekuru Kosé et le major Éloi Badiel, tous du RSP. Quelques minutes après, il reçoit encore un autre appel de l'adjudant Arjuma Kambou, l'instruisant de quitter vite les lieux. Il m'a dit de partir parce qu'il dit avoir entendu mon nom dans une communication de l'adjudant-chef Moussa Nebié. Ils étaient tous deux dans l'escorte du général Djendjiri. Le président convoque tous les sous-officiers suscités à la barre. S'ensuit une confrontation houleuse. Moussa Nebié dit ne pas reconnaître les déclarations de l'adjudant Aruna Mandé, tandis que l'adjudant Arjuma Kambou les confirme. Les autres accusés, notamment le major Badiel et Wekuru Kosé, reconnaissent avoir été au domicile de Salifou Diallo dans la matinée du 17 septembre 2015, mais pour aider à éteindre les flammes, précise-t-il. Maître Seydou Roger Yamba fait observer que selon les pièces du dossier, le domicile en question a été incendié le 18 septembre 2015 et non le 17. Deuxième témoin à la barre ce jour, Traoré Nigna Moïse, troisième vice-président du CDP au moment des faits. Sa déposition a tourné autour des sommes d'argent et des mobilisations attribuées à son parti lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Sur la somme de 10 millions de francs CFA remise à Salifou Savadogo dans la matinée du 16 septembre 2015, elle devait servir au lancement de la campagne, précise le témoin. Il confirme le fait et rejette les propos selon lesquels une deuxième réunion se serait tenue dans la même soirée. Les 20 millions remis toujours à Salifou Savadogo entre le 20 et le 22 septembre étaient destinés à la gestion des activités ordinaires du parti. Mais notre parti n'a jamais appelé des gens à une mobilisation quelconque lors des événements, clame Moïse Nignan. Salifou Savadogo est appelé à la barre. Les deux hommes s'accordent sur les destinations premières des sommes d'argent, même si Salifou Savadogo reconnaît avoir changé leur destination au regard de l'évolution du contexte. Nous avons utilisé l'argent pour la sécurisation des domiciles et pour soutenir les camarades pour la fête de Tabaski, dira Salifou Savadogo. Pour les réunions, les deux hommes sont divisés. Troisième témoin à la barre, le médecin colonel-major Seydou Younaba. Après sa prestation de serment, l'officier supérieur livre sa version des événements à travers la lecture d'un mémorandum avant de se prêter aux questions. Il dit avoir assisté à une discussion houleuse entre le collège des sages et les soldats du RSP lors de la médiation pour une sortie de crise dans la soirée du 16 septembre 2015. Et toujours selon son récit, l'intervention du général Djendjiri a permis de calmer la situation.
Il reconnaît y avoir vu Adama Ouedraogo Didamis, le bâtonnier Mamadou Traoré, le colonel Abdul Karim Traoré. Pour le reste, il dit avoir soigné le président Kafando et les ministres détenus et fait au général Djendjiré le point des blessés et des morts enregistrés dans les formations sanitaires. Le président convoque les non-cités. Aucune contestation. Bémol selon le parquet militaire, les propos tenus par le médecin-colonel sont en déphasage avec ceux contenus dans ses dépositions antérieures. S'engage alors un débat entre le parquet et le témoin. Le médecin-colonel-major dénonce l'attitude irrespectueuse du juge d'instruction lors des auditions. Mais est-ce vous-même qui avez lu et signé les déclarations? Interroge maître Guy Hervé Cam. Le témoin répond timidement oui. L'avocat enfonce le clou en procédant à une lecture méthodique des procès-verbaux du témoin tout en l'invitant à relever les imprécisions. S'ensuit un jeu de questions-réponses entre témoin et avocat qui débouche sur une prise de bec. L'audition du médecin-colonel reprend le lundi 4 février 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Je vous le disais, la RTB a effectué ce matin sa 9e rentrée pour relever les défis de la télévision numérique terrestre. La RTB se doit de renforcer ses capacités opérationnelles. Dans cette démarche, la chaîne au cœur des grands événements peut compter sur l'accompagnement de l'Assemblée nationale, si l'on en croit son président qui est du reste le patron de cette 9e rentrée RTB. Le reportage à Tinkodogo de Harouna Maré avec Maïmouna Traoré. Après l'édition de 2014, la rentrée RTB a connu une interruption. Depuis 2014 également, les travaux de construction du siège de la RTB de Tinkodogo sont à l'arrêt. À la faveur de cette 9e rentrée, la RTB s'est lancé ses défis, construit et équipé le siège de cette station locale. Une bonne nouvelle pour la population de la région du Centre-Est. La région va disposer naturellement d'outils de communication capables d'impulser cette dynamique de développement. Outil de dialogue et de cohésion sociale. Elle sera aussi un support précieux pour faire circuler l'information entre tous les acteurs économiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région. Un autre défi pour la RTB, le renforcement de ses capacités opérationnelles dans le contexte de mise en œuvre effective de la télévision numérique terrestre. L'arrivée de nouveaux acteurs commande qu'au-delà du défi technologique, la RTB fasse preuve d'imagination, de créativité et d'innovation en initiant de nouveaux concepts et de nouvelles créations pour conserver et conforter sa place de groupe média leader d'une part et d'autre part de gagner au plan national et international la bataille de la concurrence et de l'affirmation de nos valeurs socio-culturelles, ceci dans un contexte de diversité culturelle affirmée. Les opérateurs économiques de la région du Centre-Est ont promis d'accompagner la RTB. Elle peut aussi compter sur le soutien de l'Assemblée nationale. Associer en tout cas l'image de l'Assemblée nationale à cette rentrée RTB, pour nous c'est non négociable. C'est non négociable parce que nous estimons que nous ne le faisons pas pour la RTB mais pour le peuple burkinabé. Comme vous le savez, la RTB c'est un média public qui appartient au peuple et non aux tenants du pouvoir en place. Donc pour nous, c'est accompagner le peuple et nous sommes là par le peuple et pour le peuple. L'agenda de cette rentrée prévoit une nuit de partage avec les partenaires traditionnels et une rencontre d'échange avec les opérateurs économiques de la région. Question de mobiliser tous ces acteurs autour des grands défis qui retardent l'émergence de la nationale de l'audiovisuel. Elles ont été pensées pour réduire les distances, relater le quotidien et rapprocher les téléspectateurs de la RTB. Les stations RTB2 des régions n'ont plus à démontrer leur nécessité. À Tinkodogo, on attend depuis plusieurs années la sortie de terre d'un siège. Comment les habitants apprécient-ils l'initiative? Question-réponse avec Harouna Kabouré et Mahamadi Ouedraogo. Une très bonne initiative, c'est une initiative à saluer. Ça va quand même nous permettre d'accéder à toutes les informations nécessaires et les informations aussi concernant la région. Vraiment, ça va beaucoup nous aider, ça va réduire de coûts. Ça, c'est bien vrai parce que c'est des initiatives qui aident beaucoup pour le développement du pays. Et je suis vraiment pour ça. C'est très bien comme initiative. Ça va permettre au développement de la commune. Dieu vous aide à ce que vous développez. Ce que vous devez développer afin que la population profite. Voilà.
c'est-à-dire l'information vraie et juste, afin qu'elle puisse participer au développement de la commune. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir la RTB auprès de nous. Bon, nous, femmes, en tout cas, on pense que ça sera un soulagement puisqu'on aura le temps d'exprimer ce que nous ressentons sur le champ. Pour le moment, en tout cas, nous sommes contents parce que la RTB va beaucoup nous aider, surtout nous les jeunes là, en matière de la commerce et la publicité aussi. Va beaucoup nous aider, quoi. En tout cas, nous sommes contents pour l'arrivée de la RTB2 à Tenkodogo. Voilà, et puis dans le cadre de cette rentrée RTB, la télévision du Burkina sera en direct de Tenkodogo avec la nuit des partenaires, une soirée de gala où la chaîne vous dit merci et que vous pourrez suivre dans quelques instants. Et puisque nous y sommes, restons-y pour découvrir ou redécouvrir le pôle de croissance de Bagré. Il est la fierté de la région du Centre-Est, pour peu que le site emploie plus de 26 000 personnes. Bagré Pôle, c'est aussi plus de 3 000 producteurs et des milliards de francs CFA injectés au nom de la croissance. Plongeons-nous au cœur du tout premier pôle de croissance du Burkina avec Idrissa Ouarga et Moumouni Soubeiga. Assurer une croissance forte et impulser un développement socio-économique du Burkina, c'est l'objectif visé par les plus hautes autorités à travers la création du pôle de croissance de Bagré. C'est un projet de plusieurs milliards de francs CFA qui intègre de nombreux volets. 3300 hectares au départ, le projet Bagré Pôle est sur le point d'amorcer sa vitesse de croisière. Nous avons à peu près 3000 exploitants paysans. Mais nous avons aussi à peu près un peu moins d'une dizaine, n'est-ce pas, d'agro-investisseurs que nous avons voulu, sous un format donc de modèle, dans l'esprit de tester le modèle économique que nous voulons construire au niveau du pôle de croissance de Bagré. Plus de 26 000 emplois sont déjà à l'actif des différentes infrastructures, des différents investissements, n'est-ce pas, du pôle de croissance de Bagré. Bagré Pôle, c'est une diversité de production. M. Nikiema est membre d'un groupement de producteurs. Son exploitation s'étend sur près de 4 hectares. Il a fait le tour du monde à la recherche du bonheur, de la Libye à la Mauritanie en passant par l'Algérie sans pouvoir réaliser son rêve. C'est ici à Bagré Pôle qu'il s'est finalement installé. Son chiffre d'affaires annuel, il évalue à plus de 30 millions de francs CFA. Bagré Pôle, c'est aussi l'aquaculture, une activité rentable qu'exerce Souleymane Youkbaré depuis 2013. En 2018, nous avons pu produire 62 000 alevins de tilapia et 30 000 alevins de poissons chasse que les gens appellent silure. En termes de poissons marsands, nous avons eu 3 tonnes 325 pour le tilapia et 830 kg pour le silure. Voilà, donc l'activité rapporte vraiment. De nombreuses autres unités industrielles de production et de transformation du riz se sont développées autour de la plaine. Et pour mieux atteindre leur objectif, les responsables des Bagré Pôle ont opté de jouer la carte de la communication et de la sensibilisation à travers les médias. Et c'est le sens de cette radio, Bagré Pôle FM. Nous avons par exemple une émission que je peux qualifier de l'une de nos émissions phares, qui est l'heure des producteurs, au cours de laquelle nous invitons les techniciens de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture et autres, pour qu'ils donnent à nos producteurs des conseils pratiques pour améliorer la productivité et les rendements sur la plaine. La Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, les coopérations belges et allemandes et la Chine populaire sont les principaux bailleurs de fonds de Bagré Pôle. Avec la Chine, ils se sont engagés à accompagner Bagré Pôle en termes, n'est-ce pas, de production de semences améliorées, mais aussi en termes donc, de développement de la mécanisation, d'un passage obligé pour, je dirais, améliorer le rendement et la productivité, n'est-ce pas, de nos exploitations. Très bientôt, les populations installées autour de la plaine devraient bénéficier d'un programme de développement socio-économique, des routes, des centres de santé,
Des écoles, des forages et des magasins de stockage seront réalisés afin de leur permettre de tirer pleinement profit des investissements consentis à Bagrépole. Cette fois, la décision est prise. Laurent Gbagbo va quitter le pénitencier de Scheveningen à La Haye après 8 ans de détention. À l'unanimité, les juges d'un ultime recours du bureau du procureur ont décidé que l'ex-président ivoirien pouvait sortir de prison. Toutefois, des conditions ont été émises. Il devra notamment résider dans un État tiers le temps que tous les recours contre lui soient épuisés. Et la Belgique semble être ce pays. Et puis donc cette libération concerne aussi son ancien ministre Charles Blé Goudet. En raison donc de la retransmission en direct à 21h de la nuit des partenaires de la RTB entrant dans le cadre de la 9e rentrée de la radiodiffusion-télévision du Burkina, Jérôme Tiendrebego vous retrouve tout de suite à 20h45 pour le magazine des sports. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.